Voilà, eh bien, nous reprenons nos rencontres avec aujourd'hui et maintenant Jean de Kervasdouet, ici dans ces confs débats de la CSMF dans le cadre de l'Université d'été de Gien de la CSMF. Jean de Kervasdouet, vous avez planché ce matin devant les médecins ici réunis et notamment sur les évolutions sociologiques du métier de médecin. Vous avez notamment, alors ça c'est un mot assez technocratique, vous avez dit que tout était lié à la division du travail. Ça veut dire quoi en vrai français? Non, ça veut dire que du fait de la recherche mondiale et de l'évolution des connaissances mondiales, il y avait une croissance du nombre de spécialités, de spécialistes à l'intérieur de la profession médicale, mais également les autres professions. Et que donc, quand on parle de coordination des soins, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que quand vous avez une polypathologie, vous êtes traité par différents métiers, mais vous êtes aussi traité par différentes professions. Donc, en fait, c'est la question de la coordination des soins, c'est la question des réseaux de santé, c'est ça qu'il y a derrière. Oui. Oui, et vous prenez depuis longtemps, d'ailleurs, depuis plusieurs années, en réalité, ces coopérations entre médecins et soignants. Vous avez dit aux médecins qui vous ont écouté avec attention, alors je ne sais pas s'ils vous ont entendu, mais en tout cas qu'il faut travailler avec des soignants et qu'il y aura effectivement une nécessité d'avoir un nouveau cadre intermédiaire entre le médecin et les soignants d'aujourd'hui. Oui, enfin dans les comment dire, les choses importantes qui sont peu perçues et peu débattues, il y a une chose très très simple qui est le vieillissement de la génération du baby-boom. Alors la génération du baby-boom, quand elle était baby, donc a effectivement contribué au développement de ce pays, puis ensuite elle a contribué au financement de la sécurité sociale, mais maintenant elle est bénéficiaire notamment et des retraites et des dépenses d'assurance maladie. La dépendance, c'est autour de 83 ans, donc il y a une très forte inflexion de l'entrée en dépendance d'une personne entre 80 et 85 ans. Donc en 2030, quand le baby-boom rentrera dans cette classe d'âge, il y aura une demande très très forte de soignants pour un certain nombre d'années qui ne seront pas éternelles, mais c'est en gros une trentaine d'années. Et je vois mal comment on pourrait s'en sortir sans avoir avec les médecins des infirmières spécialisées, des bacs plus 5, peu importe leur nom, qui participent à la prise en charge de ces patients. Et vous avez l'impression que les médecins d'aujourd'hui que vous avez rencontrés, qui vous ont écouté, sont sensibles? Alors c'est très, alors c'est les jeunes, c'est oui très clairement, puisque nous avions la chance d'avoir un chef de clinique qui faisait part d'un sondage dans les jeunes générations de médecins où 70 ou 75% des jeunes médecins pensent que c'est indispensable. Et simplement encore, évidemment, c'est assez difficile finalement pour les uns et pour les autres de passer d'une situation à une autre. C'est la transformation en réalité des idées et des institutions. Or, vous avez dit finalement que ce n'est pas toujours les idées qui font c'est plus compliqué que ça. J'ai dit quelque chose à la fois de simple et de compliqué. C'est qu'il arrive rarement que des idées créent des institutions. Donc on a créé la sécurité sociale après la guerre. C'est une institution. Une fois que ces institutions existent, bien entendu, les gens qui travaillent ont des intérêts, mais également dans la sécurité sociale, les gens qui en bénéficient. Bien. Et si on veut transformer une institution, les idées nouvelles doivent se battre contre les intérêts existants. Donc même quand les raisons qui ont conduit à la création de ces institutions ont depuis longtemps disparu. Je pense depuis 15 ans maintenant que du fait de la loi CMU, il faudrait fusionner les régimes d'assurance maladie, puisque tout le monde a des droits et que ces droits sont tous les mêmes depuis le 1er janvier 2001. Mais vous avez dans les caisses d'assurance maladie des milliers de personnes ou des dizaines de milliers de personnes qui vont vérifier des droits que tout le monde a, tout simplement parce qu'il y a des intérêts d'emploi dans le cas précis, alors que la raison, les idées qui ont conduit à ça ont disparu. Et alors vous avez dit également, il faudrait l'expliciter, vous avez dit que les grandes évolutions viennent par accident. Vous ai-je bien compris ? Non, j'ai dit que les grandes réformes, il y a un très joli livre d'une collègue canadienne à qui j'empruntais son titre, et elle disait que les réformes des systèmes de santé, mais c'est vrai aussi des systèmes scolaires, enfin des grands systèmes sociaux, c'est toujours des logiques accidentelles. C'est-à-dire que la raison de la réforme, elle est logique et souvent ancienne, mais ce qui fait que ça apparaît, c'est un accident. Alors cet accident peut être
entre guillemets. Hein. Bien entendu, ça peut être une élection, ça peut être une situation politique, ça peut être une personne, parce qu'il y a des personnes qui ont joué des rôles tout à fait essentiels dans les réformes institutionnelles, et les exemples en France et à l'étranger abondent. Si notamment au Canada, on a fait cette réforme très très profonde du système de santé, et dans les années 80, c'est lié à 2 ou 3 personnes. Et alors, on va revenir, je vais vous interroger sur le Québec, parce que le Québec a fait une réforme, celle dont vous devez parler, dont vous parlez, qui a été effectivement très, très importante, très considérable, notamment donc, le Canada, mais surtout le Québec. Mais il y a une remise en cause très importante actuellement. Oui, pas vraiment. D'abord, regardons les succès. C'est-à-dire que la différence entre le Canada et les États-Unis, parce que leur évolution était absolument parallèle. Donc avant la réforme, c'était des courbes qui évoluaient de la même façon. Donc aujourd'hui, les Américains des États-Unis dépensent 7% du PIB en plus que les Canadiens. Donc les Canadiens sont autour de 10% et les Américains sont autour de 17%. Alors que tous les indicateurs de santé sont bien meilleurs au Canada qu'aux États-Unis. Donc non seulement c'est moins cher, mais visiblement c'est plus efficace. Alors en même temps, c'est un système assez brutal et assez rustique, avec des systèmes de rationnement, de files d'attente. Il y avait un film fameux qui montrait ça assez récemment. Mais c'est pareil en Angleterre, où là c'est encore plus brutal. Alors que de ce point de vue-là, chez nous, c'est quand même moins cruel. Ah ben, enfin, j'ai pas dit que c'était cruel, mais j'ai dit que c'était brutal. Mais par exemple, j'ai le père d'un ami britannique qui avait un cancer en phase terminale et qui était dans un service hospitalier. Et il dit au chef de service, qu'est-ce que je peux faire? Le médecin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Le médecin lui dit, écoutez, rien. Et d'ailleurs, je ne vois pas ce que vous faites ici. Rentrez chez vous et surtout, ne soyez pas un poids pour votre entourage. Donc on voit, c'est malsain en France. Mais voilà, donc il y a des cultures et ça joue dans ces domaines-là. Donc c'est vrai que pour une partie de la classe aisée, le système canadien en général et québécois en particulier a des contraintes, mais que globalement, il est assez évident, avec des critères simples, que ça a marché. Oui. Alors maintenant, je vous pose la dernière question. Citez-moi 2 ou 3 grands réformateurs français. Boulin. La grande loi hospitalière en France, c'est la loi de 70. Giscard. Giscard a fait au début, là, je voyais récemment un film sur Simone Veil. Bon, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, c'est clairement Giscard. Hein. Merci Jean de Carvaz-Douai d'être venu sur le plateau des conf débats de la CSMF, de l'Université d'été de la CSMF. À bientôt.